Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous partager une citation qui m'a beaucoup touchée. Une citation de Baptiste Beaulieu qui est médecin généraliste et qui dit que derrière chaque être humain, il y a une histoire. Je vous propose donc de faire la rencontre de Lucille, mon invitée, qui a un parcours à son jeune âge que je trouve déjà remarquable, riche et surtout plein de sagesse. Je vous en dis pas plus et je tiens juste à vous rappeler encore une fois à quel point une note, un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix pourrait m'aider à gagner en visibilité, ce qui pourra aussi sûrement inspirer un plus grand nombre. Je vous dis merci et je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Lucille, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Tu es professeure de yoga, praticienne en médecine chinoise formée à Shanghai. Tu es trilingue, entrepreneur dans l'âme. Sur ton profil LinkedIn, tu dis être animée par des environnements qui sont plutôt internationaux, multiculturels et à impact positif. Sur ton site internet, j'ai aussi trouvé ta présentation super jolie. Si je reprends ce qui est écrit, Lucie, semblable à Lucia, qui a pour origine le mot latin lux, signifiant lumière. En tant que porteuse de ce prénom, mon dharma, donc ma mission, ma qualité innée, est d'offrir ma part de lumière aux autres, ainsi que de les encourager à trouver la leur. Anciennement une cavalière et une athlète, j'ai depuis toujours cherché à me mouvoir pour métaboliser mon état intérieur et l'exprimer sous une autre forme que des mots. Rien que ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus à nous dire où tu as grandi par exemple, nous partager peut-être tes expériences multiculturelles puisque tu es aujourd'hui trilingue, formée à la fois en Suède, en Inde et en Chine. Bonjour Ariane, merci de me recevoir déjà. Je suis franco-suédoise, je m'approche bientôt de mes 25 ans. Je suis née à Londres, mais mes parents sont rentrés en France quand j'avais 2 ans, donc j'ai grandi en région parisienne. J'ai été scolarisée dans une école internationale où j'avais des cours de littérature, d'histoire géo, sciences politiques en suédois, en plus de toutes les autres matières. Chacun était dans une section, il y en a 14 si je ne me trompe pas, qui vont de l'italien au japonais, à l'américain, au danois. Donc à travers cette école, j'ai baigné dans la multiculturalité depuis la maternelle. Et il y a une 50aine de nationalités représentées. Donc dans la cour de récréation et dans les couloirs, ça parle toutes les langues. C'est dingue. L'apprentissage des langues y est autant valorisé en fait que les matières principales. Et chaque culture est célébrée à travers divers fêtes, représentations, journées de mise en avant. Et pour nous, c'était déjà une ouverture sur le monde à cet âge-là. Et avec tout ce mélange, je pense que j'ai appris très jeune que ce que je pensais être vrai était grandement façonné par la culture dans laquelle je baignais. Et que la personne en face de moi, qui avait une autre nationalité, une autre culture, pouvait avoir un point de vue différent, une vérité différente sur un même événement. Ce qui était surtout le cas pour des choses assez explicites comme des faits historiques qui n'étaient pas du tout racontés de la même façon, mais aussi pour des choses plus subtiles. Et ce qui est parti d'un constat des différences culturelles m'a plus tard amené à prendre conscience que la perception de la réalité est complètement individuelle, qu'il y a une infinité de réalités et que chacun a la sienne, façonnée par ses expériences et ses apprentissages, ce qui explique qu'un même événement puisse être vécu complètement différemment d'une personne à l'autre. J'ai eu la chance de voyager avec mes parents. Tous mes étés d'enfance, mes parents nous envoyaient, mon frère et moi, chez nos grands-parents, un mois en Suède et un mois dans le Gers, si ce n'est plus.
Et j'ai pas vécu en Suède, mais j'y ai passé suffisamment de temps pour me sentir suédoise. Ah ouais? Ouais, je pense que je peux dire ça aujourd'hui. Sauf que dès l'adolescence, je me suis beaucoup questionnée sur mon identité, à l'exception de mes copains d'école qui étaient souvent dans des situations similaires. Quand j'étais en France, on m'identifiait comme suédoise. Et quand j'étais en Suède, on faisait référence à moi comme la française. Donc au final, mon sentiment d'appartenance, il était présent dans les deux pays, mais j'étais enracinée nulle part. Et au fond de moi, j'avais l'impression d'errer, en fait. Et en même temps, ça m'a ouvert au fait que j'étais pas obligée de m'identifier avec la façon dont j'ai grandi ou que j'ai été élevée, et à me questionner sur ce que je suis au-delà de mon identité, de ma culture, de mon entourage. Et je pense que cette absence d'enracinement complet et ces questionnements m'ont poussée à voyager et à m'ouvrir à d'autres possibilités. Donc après le bac, j'ai pris une année sabbatique prolongée. J'ai voulu faire un semestre d'études en Chine et je voulais voyager dans le but d'apprendre des choses, des life skills que j'apprendrais pas en école d'ingénieur comme ce qui était prévu. Et plusieurs choses et personnes m'ont fait converger vers l'Inde et donc j'ai commencé à m'y intéresser. Avant ça, j'ai postulé pour une bourse d'études du mandarin que j'avais étudié à l'école. Et que tu parlais ou pas? Et que je parlais à un niveau conversationnel, Okay. que je savais écrire aussi. J'avais des bases du coup d'écriture. Je l'avais appris en LV2 en fait, de la 5e à la terminale. Ok, donc si je comprends bien, normalement, après ton bac, t'aurais dû faire une école d'ingénieur. C'est ça, c'est ce qui était prévu. J'avais fait un bac S. J'avais envie de faire des études en Suède, justement pour améliorer, pour me sentir plus proche de cette part de moi. Et en fait, j'avais postulé quand même au cas où, et j'ai été prise. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que je ne sois pas prise l'année prochaine. Okay. Et donc, je me suis dit, je repostulerai, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été prise à chaque fois, sauf que la deuxième fois aussi, j'ai dit que non, et que finalement, avec cette année-là, j'avais eu assez de recul pour me dire que, en tout cas, c'était pas ça que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et donc, ouais, l'école d'ingénieur, je l'ai mise de côté, en fait. Est-ce que, avec le recul aujourd'hui que tu peux avoir par rapport à cette période de vie, tu trouves ça courageux, plutôt de ta part, ou plutôt normal, en fait, parce que, justement, dans ton lycée, tout le monde était amené à vivre une année sabbatique. Moi, je sais que, justement, dans ma réalité à moi, tu vois, quand t'as 18 ans, tu dois absolument savoir ce que tu veux faire, ce qui est pour moi du bullshit. Mais tout de suite, du coup, t'es dans une sorte de peur déjà, et donc il faut faire quelque chose. Et ou est-ce que toi, en fait, c'était pas... Enfin, ça n'a jamais été un problème, en fait. Tu t'es laissé cette liberté-là ou ce temps-là? Je me suis laissé cette liberté, et aussi mes parents m'ont soutenue, et je pense que c'était un facteur important. Et en plus de ça, quand on sort du lycée en Suède, on a déjà 1 an de plus que nous en France. Nous, on passe le bac a priori à 18 ans et eux à 19 ans. Ce qui fait que si j'y allais directement après le lycée, j'aurais déjà 1 an de moins que ceux qui vont directement après le lycée là-bas. Et en plus de ça, c'est très commun, c'est presque dans la culture maintenant, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, de justement faire une année sabbatique, même de commencer à travailler tout simplement, de rentrer dans le monde du travail pour avoir une meilleure idée ensuite de ce qu'on a vraiment envie d'étudier, ce qui nous intéresse vraiment. Et donc, je me suis fait confiance. C'était pas dans l'idée de juste être en vacances et de rien faire. C'était dans le but d'apprendre des choses aussi. Et donc, pour ça, j'ai eu le soutien nécessaire. Et oui, donc j'avais cette envie d'aller en Chine. T'avais déjà été en Chine? Et j'avais déjà été en Chine. J'ai eu la chance de partir en voyage scolaire pendant 2 semaines quand j'étais en seconde. Et c'est vraiment un voyage qui m'a marquée. J'avais l'impression d'avoir atterri sur une autre planète.
Et ça m'a fascinée et j'avais très envie d'y retourner en fait. Et je m'étais dit que le mandarin, ça me servirait pour mon activité professionnelle après, derrière. Enfin, à l'époque, on nous disait le mandarin, c'est la langue du futur. Ouais, c'est vrai. Et donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire avec ça. Et il y a un truc qui me fait rire en fait, c'est que moi j'ai grandi à 1 heure de Paris, dans la campagne la plus profonde, en Picardie, et quand on faisait une sortie scolaire, on allait à Paris, tu vois. Et donc toi, effectivement, dans ce lycée international à Paris, enfin je suppose en région parisienne, tu pars en Chine, donc c'est déjà, je trouve, une ouverture. Oui, c'est assez particulier. Je suis bien consciente que c'est pas commun du tout ouais, c'est une chance. de partir aussi loin, aussi longtemps en voyage scolaire. On allait aussi, plus proche, c'était quand même assez exceptionnel. C'était un voyage qui était organisé que tous les 2 ans. J'ai postulé une première fois pour obtenir une bourse. Ouais. Et j'ai pas été prise dans les établissements que je voulais. Donc j'ai repostulé en choisissant cette fois-ci mandarin et médecine traditionnelle chinoise, en pensant que j'apprendrais la théorie des 5 éléments et le yin, le yang, mais sans plus. Et j'ai été reçue, et donc je devais commencer en mars. Et donc du coup je me suis décidée à aller en Inde avant la Chine. Okay. Donc ça s'est passé dans cet ordre-là. J'ai fait un premier voyage de 6 semaines, où j'étais seule d'endroit en endroit, mais sur place j'avais toujours un contact ou un organisme pour m'accompagner. Et donc j'ai fait quelques visites touristiques, voilà, Delhi, Agra, le Taj Mahal, tout ça. Et j'ai aussi découvert 2 projets géniaux. Et le premier, c'est une ferme en agroécologie / permaculture dans le Kerala, donc dans le sud, en quête d'autosuffisance à travers un projet de reforestation et des techniques de préservation de l'eau. Donc j'ai énormément appris. Et le deuxième est basé à Calcutta, mais il a des antennes un peu partout. Et c'est une ONG qui en fait, pousse les enfants des quartiers défavorisés et des villages isolés à poursuivre des études en leur apprenant le goût de l'effort et les valeurs du sport, qui sont des valeurs transposables sur beaucoup de choses, par la pratique du rugby. Donc le fondateur, c'est un Britannique fan de rugby, et donc il a amené ça dans un pays où c'est un sport quand même relativement peu pratiqué. Et il rassemble les enfants autour d'entraînements de rugby gratuits pour les occuper, pour éviter qu'ils errent dans les rues et qu'ils fassent des mauvaises choses. Et en échange d'une promesse des parents de scolarisation de leur enfant. Et après, l'association, l'ONG, finance des bourses pour ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent aller plus loin dans leurs études. Donc, et comment tu as trouvé ces opportunités-là ? Alors, le premier, c'était à travers 2 sources, et c'est comme ça que je me suis dit que c'était vraiment un signe qu'il fallait que j'y aille. Enfin, j'ai pris ça comme un signe, en tout cas. Ouais. La première, c'était que je cherchais sur des plateformes d'échange de travail contre logement et nourriture. Okay. Donc là, en l'occurrence, j'étais sur Workaway. Et je cherchais quelque chose en Inde et je cherchais un projet de cet ordre-là. Et donc je tombe sur la page du projet et ça me parle énormément. Mais c'est pas affiché le nom ou quoi, j'ai juste vu des photos. Et en fait, mon voisin chez mes parents en région parisienne avait un contact en Inde qui lui a conseillé, parce qu'il avait un peu les mêmes intérêts que moi, qui lui avait conseillé de, lui aussi, dans son année sabbatique, parce qu'il en a fait une aussi, de partir en Inde et de faire d'aller sur ce projet, en fait. Et donc, quand il m'a donné le nom, j'ai tapé, j'ai cherché, et j'ai vu que c'était exactement les mêmes photos, et je me suis dit, go, j'y vais, quoi. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est à travers le père le père de la fille de la marraine de mon frère. Et du coup, peu importe. Mais okay. Bref, c'était une connaissance. Et lui, il finançait... il était donateur de cette fondation, en fait. Okay. Donc, on y allait avec sa fille, toutes les deux.
Donc c'était trop chouette. On était à Calcutta pendant, je pense, une semaine, et ils avaient une antenne aussi au pied de l'Himalaya, à Siliguri. Et après, du coup, on est allé là-bas. Donc c'est une plantation de thé. Et donc vraiment un coin hyper reculé. Et donc ils donnent ces mêmes opportunités-là à des enfants qui sont voués à travailler sur les plantations de thé quand ils grandissent, d'aller en ville, de faire des études, d'aller jouer au rugby à l'international et faire des choses incroyables. Et on a fait un petit détour par Darjeeling juste pour visiter, juste pour le fun. Mais voilà, pour ces 2 projets. L'Inde en elle-même, c'est un sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Par rapport à ces projets-là spécifiquement, la ferme, en fait, c'était quand même un contexte assez particulier. C'était vraiment une ferme reculée. Je me suis complètement déconnectée. Et on passait tout notre temps en fait en extérieur, dans la nature, versus les 90% du temps qu'on passe à l'intérieur en Occident. Et cette immersion en fait m'a rendue plus observatrice. Il y avait plein de choses que je voyais pas avant que je voyais. J'ai appris plein de life skills aussi. J'ai appris à cuisiner sur du feu parce qu'on faisait ça quand même tous les soirs. J'ai appris tout un tas de choses sur la préservation de l'eau, sur comment, tout ce qui touchait à la reforestation, au maraîchage, parce qu'on avait des petits plans assez basiques pour commencer. Et donc j'ai appris tout ça, j'ai appris à vivre en communauté aussi, ce qui est pas anodin. Et donc il y avait très peu d'espace personnel, tout était partagé, quoi. Donc on partage tous nos repas, on partage tout. Donc il y avait ça. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? J'ai appris à plus apprécier les petites choses, à regarder les étoiles le soir, à apprécier l'air frais le matin. Il y a tellement de choses à dire que mais il y a il y a une image en fait que je voulais partager et je voulais savoir si il doit y avoir du vrai et du faux, hein, mais l'Inde justement est souvent associée à une profonde spiritualité. Moi j'imagine, j'y suis jamais allée, mais j'imagine énormément de couleurs, une surpopulation, beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi ce berceau aussi, j'ai envie de dire, de religieux. Avec des images de temples, de gourous, de pratiques aussi comme le yoga et la méditation. Donc effectivement, t'es quand même dans une mission humanitaire, mais je trouve que ça donne un peu le cliché aussi, tu sais, on est riches occidentaux et on vient aider et on vient en fait parce qu'on manque de sens peut-être dans notre quotidien, on vient en gros, je sais pas, avoir un petit éveil spirituel en Inde. Donc je suppose que c'est un cliché, mais il y a aussi une vérité. Qu'est-ce que toi qui as été sur place, qui a pu observer ça, puisque tu t'es formée aussi là-bas au yoga, si je ne me trompe pas, comment toi tu l'as vécu ? Alors, il y a du vrai dans tout ce que tu as dit. Oui, il y a des Occidentaux en manque de sens qui viennent et qui ont besoin de se rendre utiles. Mais au final, je pense que c'est un besoin humain dont on a tous besoin de se rendre utile, et c'est ce qui nous donne du sens. Et qu'on le veuille ou non, on cherche à tout prix à se rendre utile d'une manière ou d'une autre. Et donc après, ça s'exprime différemment chez les gens. Et donc, il y a de tout. Il y a des choses plus authentiques que d'autres. C'est vrai que de mon expérience à moi, ce que j'ai vu, ça restait quand même assez authentique. Après, je me suis pas rendue
dans le nord de l'Inde ou dans ces lieux qui sont vraiment pour le coup associés à la spiritualité et où on trouve des sadhus, des renonciers au bord du Gange. C'est pas vraiment des choses que j'ai observées moi. Je pense que j'étais pas encore prête pour cet énorme contraste qui est présent dans ces villes entre où on voit littéralement sous nos yeux la vie et la mort, quoi. Alors comment tu le vois justement? C'est-à-dire que tu vois des morts? Alors, il y a des endroits où il y a des corps qui sont brûlés au bord du Gange, quoi, à feu ouvert, à ciel ouvert, visible de tout le monde, quoi. Et donc, c'est une offrande, une façon de quitter la vie. Mais c'est assez particulier. Enfin, souvent, la mort est quand même assez cachée dans notre société. Et donc là, de la voir comme ça... on a l'impression que c'est presque intrusif, mais en fait, ça nous rappelle juste qu'elle est là et qu'elle est présente et qu'elle est autour de nous tout le temps. Donc c'est assez... Mais tout ça, ce sont surtout des récits d'autres personnes. C'est pas des choses dont j'ai fait l'expérience moi-même, mais je sais que c'est présent. Mais de mon expérience, la spiritualité, elle est omniprésente et les pratiques religieuses également. Et d'ailleurs, elles cohabitent plus ou moins bien selon les régions et selon le climat politique actuel. Il y a un peu des hauts et des bas là-dessus. Mais oui, donc je peux pas parler pour Rishikesh ou Dharamsala ou des lieux comme ça. Mais partout où je suis allée, il y avait des traces ou une présence importante de temples, de symboles religieux ou même de célébrations païennes, quoi, même dans l'Inde rurale du Kerala. Et c'était le dénominateur commun en fait de chacune de mes expériences dans ce pays. Je repense à mon hôte à Mumbai quand j'y suis allée, qui m'a amenée dans 4 ou 5 temples hindous différents dans la même journée, chacun dédié à une divinité, et ils me parlaient de leur histoire, de ce à quoi elles étaient associées. Alors sur le coup, j'ai pas tout retenu parce que c'était beaucoup d'informations, mais encore jusqu'à récemment, j'ai eu des flashs de choses qui me sont revenues ou de choses que j'ai lues, et j'ai repensé à cet homme qui me racontait ces choses-là, et je me suis dit « Ah oui, c'est ça !» qui du coup ont fait sens plus tard. Et il m'a amenée aussi dans une cantine populaire qui sert des repas gratuits. Je sais pas si tu as déjà vu ces images-là, à des milliers de gens tous les jours. Et dans la grande salle de réception, il y avait une célébration avec des chants et tout le monde dansait, priait. Wow. Enfin, c'était génial. Et en fait, quand on cherche, y a ça absolument partout. Donc c'est pas juste un cliché. Enfin, oui, c'est la réalité. C'est la réalité sur place, quoi. Et pas loin de la ferme dans le Kerala, il y a un temple en haut d'une petite montagne, enfin c'est la chaîne des Western Ghats, où chaque année il y a des milliers de personnes qui viennent monter à pied en pèlerinage. Voilà, j'ai vu des gens méditer sous un arbre, enfin c'est... Même quand j'ai logé chez des amis d'amis de la famille qui ont eu l'immense gentillesse de m'accueillir et me loger à New Delhi, parce qu'ils ont refusé que j'aille à New Delhi toute seule, enfin pour eux c'était trop dangereux, et qui était une famille de classe moyenne supérieure, voilà, orientée vers l'Occident, qui ont envoyé leurs enfants faire des études à l'étranger, avaient un hôtel chez eux et faisaient leur puja quotidien et leur prière. Enfin, c'est une prière, une offrande à la divinité de l'hôtel, et ça paraissait très sincère. Et toutes ces expressions de la spiritualité et de la religion, elles étaient authentiques à leur façon. Et donc j'ai pas trop vu de dérivés qui m'ont vraiment interpellée. Et ton idée de te former au yoga, est-ce qu'elle est venue naturellement à toi ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête avant de partir? Alors quand je suis arrivée en Inde, j'avais déjà un peu pratiqué de manière assez disparate. J'avais pas une pratique dévouée. Donc quand j'y suis allée, c'était pas vraiment le but. Mon but, c'était justement c'était de découvrir le pays, d'aller dans ces projets, d'apprendre des choses.
Mais le yoga, on faisait pas forcément partie. Et en fait, quand j'ai quitté la ferme, j'ai eu l'opportunité de pratiquer quotidiennement à travers une connaissance. Donc, j'allais à des cours tous les jours pendant 3 semaines. Et en fait, j'avais appris un petit sadhana, une petite routine que je pouvais reproduire. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai gardé ça avec moi. Mais en fait, je me suis pas formée en Inde, je me suis formée plus tard. Mais j'ai vraiment commencé à pratiquer là-bas, pour le coup. Et ça, je pense que ça m'a évité de tomber sur tout plein de dérivés, de faire tous ces essais et erreurs avant de trouver une pratique qui me convient, quoi. Je pense que ça m'a fait gagner pas mal de temps là-dessus. Et oui, je pense que rien que le fait de baigner dans la culture où cette pratique est née, c'est quand même... ça joue beaucoup. Pour comprendre la philosophie du yoga. Ouais, et même, je sais pas, cette façon que les gens ont de se comporter, de juste toute l'atmosphère s'y prête. Et il y a beaucoup de gens qui disent que quand ils sont en Inde, ils sont complètement transportés de l'intérieur. Et ça, c'est... en tout cas, pour moi, c'était une réalité aussi, quoi. C'est pas juste quelque chose qu'on dit ou que des gens qui pensent être illuminés en rentrant d'Inde disent. Je sais pas. Il y a quelque chose de particulier qui fait que, en fait. Ok. En parlant plusieurs langues, en ayant autant de voyages à ton actif, en explorant aussi quotidiennement la pratique du yoga, mais aussi la pratique de la médecine chinoise, et on y reviendra un petit peu plus tard, j'ai envie de dire que tu es à la fois en train d'explorer le monde autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Ce podcast, il est consacré au lien corps-esprit, donc dans la guérison de l'anxiété. Et en fait, j'ai créé ce podcast pour qu'il y ait une autre vision que la mienne, déjà, avec d'autres approches, avec d'autres angles de vue, avec d'autres réalités, avec d'autres disciplines. Et finalement, je trouve que en tout cas, ça a été mon expérience à moi, dans mon chemin de guérison, entre guillemets, j'ai eu des prises de conscience et comme un éveil, on va dire, spirituel. Est-ce que toi, tu en as eu un? Est-ce que tu as eu des prises de conscience justement petit à petit avec ces rencontres, avec ces différentes expériences? Qu'est-ce que ça a révélé chez toi? Mon éveil spirituel, il a commencé quand j'étais en Inde. C'était une des nombreuses raisons pour laquelle je m'y suis rendue, mais sans trop savoir ce que je cherchais. Mais je me sentais prête, donc j'y suis allée en restant la plus ouverte et la plus réceptive possible. Et je pense que ce moment de vie m'a vraiment... se prêtait vraiment à ça. Et le fait qu'il n'y avait aucune attente sur moi, j'ai pu rentrer justement dans cet état de réceptivité et vraiment d'écoute. Et dès l'instant où je suis arrivée dans la ferme au Kerala, j'étais loin de tout. Et comme on a dit, surtout en immersion totale dans la nature. Et je pense que ça a grandement contribué à réguler mon système nerveux, à réguler ma physiologie et aussi mon attention. Parce qu'on est nombreux à avoir des troubles de l'attention. Et dans cette communauté, on parlait d'interconnectivité, de connexion avec le divin, de ce qui nous lie à tous les êtres vivants, de réincarnation même, mais sans pour autant que ça me parle vraiment. Mais ça me travaillait. J'essayais d'intégrer intellectuellement, mais c'était pas quelque chose que je ressentais ou qui s'était confirmé pour moi. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait toutes ces discussions autour de toi, plus cet environnement qui te déconnectait totalement de ton quotidien. On te parlait de ces choses-là, mais tu n'en avais pas vraiment... Tu comprenais, quoi. Voilà, je comprenais et en même temps, c'était pas complètement intégré, quoi. Ouais. Mais je pense que ça a un peu lancé l'engrenage, quoi. Enfin, ça a réveillé quelque chose, ça me travaillait.
Et un beau jour, j'ai eu une expérience qui a fait que j'ai pu intégrer toutes ces choses dont on parlait, notamment que on est tous un fragment de la conscience collective, que nous sommes reliés à l'univers tout entier, au divin si on préfère, et que nous sommes une expression de celui-ci. Et aussi que c'était quelque chose qu'on m'avait nommé, dont on m'avait parlé, mais que j'ai vraiment que j'ai pu observer aussi. Et c'est celui de la trace que l'univers laisse à toutes les échelles, à toutes les dimensions, celle de la spirale. J'avais quelqu'un autour de moi qui était très fasciné par les spirales et qui avait eu cette réalisation et qui, moi, m'a tout de suite parlé de notre ADN, il est en forme de spirale. Nos empreintes digitales, pour la plupart, c'est des spirales finalement. Et cette spirale, elle se retrouve à toutes les échelles, jusque dans les coquillages, à la forme d'une galaxie. Enfin, et pour lui, c'était une évidence. C'était un marqueur d'une conscience qui vient s'imprégner à tous les niveaux, en fait. Alors, comment on pourrait l'expliquer de manière... Est-ce que je vois ce que tu veux dire ? Ouais. Mais alors, comment on peut l'expliquer ? Attends, ça veut dire qu'il y a un peu de... Enfin, on fait qu'un, quoi. Exactement. Avec ce qui nous entoure. Exactement, que on est l'autre, l'autre est nous, et qu'on est tous habités par cette même densité, cette même énergie qui traverse les êtres vivants, qui est présente dans l'eau et après qui vient dans notre corps, et on se nourrit je pense, de tout ce qu'il y a autour de nous de façon indirecte, où les actions de quelqu'un vont avoir un impact sur cet arbre-là, qui va donner cette pomme, qui va finir dans le panier de telle personne. Enfin, on est tous reliés constamment par des choses. C'est quelque chose auquel je réfléchissais parfois, l'effet papillon, en fait, je m'imaginais des scénarios incroyables quand j'étais gamine, où je me disais, alors là, si telle personne, elle traverse la route à ce moment-là, elle va marcher sur telle branche, et après, du coup, la branche, elle va bouger, et le cycliste, il va passer dessus, et ça va lui faire tourner la tête, et là, il va regarder telle personne. Et en fait, je réfléchissais à vraiment la suite des choses, et que tout se passait, et en même temps que tout se passait en temps réel. Et c'était déjà, je pense, une première façon de voir ça, quoi, de voir cette idée-là, ce concept-là. Sur ton site, j'ai lu aussi que tu as pris conscience que ta voix est un outil, mais avant tout un cadeau de la vie. D'ailleurs, tu proposes à Marseille des cercles de chant qui sont absolument magnifiques. Je suis convaincue, moi aussi, que la voix est un outil puissant de guérison. D'ailleurs, mantra, pour donner aussi la signification de ce mot, donc tra signifie en tout cas instrument, outil ou véhicule, et man signifie la pensée, le mental. Donc chanter et réciter un mantra permet de focaliser son attention sur autre chose que nos pensées, en fait, qui nous polluent, et avec un mental qui est souvent très très présent. Je sais que moi, par exemple, j'ai des troubles d'attention, et la méditation sans chanter, par exemple, c'est très difficile pour moi. Et à travers la pratique d'un yoga, j'ai découvert la méditation chantée avec ces mantras-là. Et ça a été une révélation. J'ai trouvé ça extrêmement puissant parce qu'on vibre quelque chose à l'intérieur de nous qui, en plus, peut résonner à l'extérieur. Et dans un effet de groupe, donc c'est-à-dire que de méditation chantée, j'ai envie de dire que c'est une résonance d'énergie qui fait énormément de bien. Je trouve en plus que, tu vois, dans notre société aujourd'hui, en France en tout cas, il n'y a plus trop de rituels ou de personnes qui peuvent se rassembler, justement, une sorte de communauté pour chanter ensemble, pour
Pour danser peut-être même ensemble, ça reste quand même, faut avoir un certain intérêt pour en tout cas cette pratique, pour avoir l'occasion de le vivre. Et je trouve ça dommage parce que c'est une... alors en préparant ce podcast, toi tu me disais justement que c'était un peu ta thérapie et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est simple, c'est à dispo de tout le monde, mais qu'est-ce que ça fait du bien de chanter. Exactement, je te rejoins complètement là-dessus et je pense que c'est très important d'avoir une pratique qui permet d'avoir ce sentiment d'appartenance à un collectif, surtout dans un contexte d'hyper-individualité comme le nôtre. Et ces espaces qui luttent contre l'isolement, parce que quand on chante, on entend les autres, on a vraiment l'impression de faire partie de quelque chose. Ça recrée du lien, comme tu dis, comme au temps où on se réunissait autour d'un feu pour se raconter des histoires, chanter et danser. Et pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est quelque chose que j'ai compris justement quand je vivais en communauté de l'importance de se raconter des histoires, de partager des choses et de chanter. Et cette guérison se produit selon moi parce que le chant c'est un moyen d'expression de soi, de ses émotions. Et de manière générale, on a très peu d'espace pour exprimer notre voix. On a un langage qui est codifié, on se censure beaucoup, la politesse, on a peur de dire des choses aussi qui demandent de la vulnérabilité. Et le chant, ça permet de se réapproprier sa voix et d'exprimer cette vulnérabilité en sécurité. Le corps y vibre, ça apaise le système nerveux, ça stimule le nerf vagal. Et ça a même été prouvé scientifiquement que ça rallonge les télomères, les marqueurs de vieillissement sur l'ADN dans nos cellules. Et que c'était un des facteurs de longévité des peuples autochtones, c'est qu'ils faisaient des pratiques comme le chant, justement, qui ont littéralement un effet cellulaire, en fait. Ok. Donc c'est assez profond. Ouais. Dans les cercles de chant, justement, c'est un espace qui n'est pas du tout dédié à la performance. Ouais. Alors oui, c'est sûr que si on chante de manière complètement dissonante, ça va impacter les autres. Mais est-ce que ça vient pas aussi par l'effet de groupe, justement ? Est-ce que, parce que ça, je le voyais aussi au yoga quand on chantait des mantras, au début, déjà le temps de retenir, parce que comme c'est pas notre langue, de comprendre le mantra, de bien le prononcer. Et en fait, il y a un temps aussi où on va finalement tous s'accorder. Donc au début, ça peut être l'enfer. Et après, petit à petit, ça devient fluide et ça... Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je peux observer aussi. Et placer sa voix, c'est quelque chose qui se pratique. Enfin, j'ai envie de dire que c'est comme tout. Si quelqu'un qui n'a jamais dansé de sa vie, on lui dit maintenant tu vas à une danse libre et tu fais ce que tu veux et qu'il a zéro cadre, au début il va se sentir perdu, quoi. Et de la même façon pour le chant, moi ce que je dis toujours aux gens, c'est que les fausses notes, c'est des notes qui ont besoin de sortir pour que les notes justes en dessous puissent se révéler. Comme si, en fait, c'était pas notre vraie voix à nous, qu'on nous avait mis plein de filtres, on nous avait projeté des idées, des choses sur nous, et la voix de d'autres personnes, en quelque sorte, dont il faut se libérer. Et juste, il faut les sortir, ces notes, et une fois qu'elles sont sorties... c'est comme si on se rapprochait un peu plus de sa voix authentique, parce que la seule moyen de l'exprimer, c'est déjà de commencer à s'exprimer tout court. Et peut-être que si on n'est pas dans un métier qui nous demande pas de nous exprimer, de donner notre avis, c'est des choses qu'on pratique assez peu. Et pour moi, l'expression, elle se raffine, elle devient de plus en plus juste avec le temps et avec la pratique. Donc, je vois complètement aussi la différence quand je fais, par exemple, chanter un home a cappella, sans l'instrument.
où là, il y a des ohms de toutes les fréquences possibles et imaginables, de toutes les notes possibles. Et quand je joue une note, un La à l'harmonium, et là, c'est comme si ça avait un effet magique où tout le monde chante juste, en fait. Et tout le monde sort la même note, parce qu'en soi, c'est quelque chose d'inné. On entend la note, et à part peut-être la première seconde, après, la note sera juste et devient juste, et surtout en accord avec celle que je donne, quoi. Elle pourrait être autre, mais donc c'est assez fascinant. Ouais. Et cet instrument aussi, donc l'harmonium, est magnifique. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Donc tu as quand même ces langues que tu parles, ce yoga que tu pratiques, ce chant que tu pratiques aussi. Et ensuite, donc tu pratiques aussi la médecine traditionnelle chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Tu as suivi une formation intensive et immersive à Shanghai, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous rappeler la vision de cette médecine et puis nous en dire plus aussi sur à quoi ressemblaient tes études, justement, qui sont quand même atypiques. J'ai envie de dire, on est loin de ton école d'ingénieur. Et quel a été le programme de ces études? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? C'est beaucoup de questions, je ne suis pas journaliste. Mais Ça va le faire. Je sais qu'en France, en tout cas, pour devenir praticien en médecine chinoise, ça va être plutôt sur différents week-ends, ça peut prendre des années. Toi, ça a été, il me semble, une formation de 6 mois ou 5 mois? Même 4 mois et quelques. 4 mois, ok. Ouais, c'était très court. Mais oui, je peux parler de mon programme, et après je reviens sur la médecine chinoise en elle-même. Ouais. Donc pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Introduction to Acupuncture, et c'est dans l'école de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Un programme, je pense qu'il y a 2 fois par an, qui est accessible même sans être boursé. C'est accessible à tous les internationaux, c'est en anglais. Et le premier mois, on a des cours théoriques de 9h à 17h pour apprendre en profondeur les théories fondamentales des 5 éléments, du yin, du yang. Et dans ces théories, on commence à parler des rôles, des différents organes, les correspondances avec les saisons, les directions, les émotions, les goûts, etc. Et ensuite vient l'apprentissage des éléments pathogènes externes. Donc ça demande vraiment de changer de paradigme. C'est pas du tout des termes ou des façons de nommer les choses comme on en a l'habitude. On parle pas de virus ou d'infection. On dit qu'on a été touché par le vent pervers ou par l'humidité. Ils ont vraiment une conception différente, parce que en soi, pour nous, ça c'est des termes qui sont venus très tard. La découverte des virus, ça a 200 ans, même pas. Je sais pas. Il me semble que la découverte des bactéries, c'était dans les années 20 ou 30 ou un truc comme ça. Bon, je peux me tromper, mais globalement, ça n'a rien à voir avec la médecine chinoise, dont les termes sont restés depuis des milliers d'années. Donc, c'est un tout autre paradigme. Et vient ensuite les méthodes de diagnostic, en parallèle des techniques d'acupuncture, de gua sha, le scraping médical, de moxibustion, de cupping et les méridiens avec les points d'acupuncture. Donc après 1 mois, on a commencé un internat en clinique ou en milieu hospitalier, principalement en observation, mais aussi en pratique pour les patients qui nous faisaient confiance. Ça a aidé beaucoup de parler un peu le mandarin, j'avoue. C'était le matin, et l'après-midi, on était de retour sur le campus pour encore des cours théoriques. Et ce qui m'a le plus impressionnée, c'est la première fois où j'ai vu un traitement fonctionner avec des effets immédiats. C'est vraiment un moment qui m'a marquée. Il y en a eu plein d'autres après, de similaires, mais ça, c'est vraiment celui qui m'a marquée. C'était un monsieur qui est venu dans cette branche de l'hôpital
qui était un hôpital, il me semble, mixte, médecine chinoise et occidentale, allopathique. Et en fait, voilà, quand ils reçoivent un patient comme ça, ils lui font passer une radio d'abord pour voir ce qu'il y a. Et puis après, si c'est pas osseux, ils vont l'envoyer avec les traitements nécessaires. Et donc, il est venu dans cette branche où il y avait 3 médecins en rotation, 3 acupuncturistes. Et il y en a 2 qui ont essayé de le traiter pour un problème d'épaule. Et ça n'avait pas été efficace sur lui. Et moi, je suivais ce jour-là le 3e, avec qui il n'avait pas encore fait de protocole de traitement. Et donc ce monsieur s'allonge, le médecin commence à lui faire de l'acupuncture. Et notamment, il utilise en plus des points sur les méridiens, des points de réflexologie. C'est pas, de ce que j'ai compris, pratiqué par tous les médecins, mais lui, il avait cette approche complémentaire, et donc il me disait, voilà, sur sa main, ça correspond à l'épaule, et ça correspond à ça, et donc il mettait des points, il mettait des aiguilles qui n'étaient pas vraiment des points d'acupuncture de base. Et donc, une fois le traitement fini, le monsieur se redresse et donc on lui demande de bouger son épaule. Et là, son épaule, il arrivait à peine à lever le bras, il pouvait faire un cercle complet avec son bras et bouger son épaule dans toutes les directions. Et c'était vraiment... ça m'a marqué en tout cas. Wow. C'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, parce que j'avais étudié pendant un mois la théorie. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais là, c'était vraiment une première fois où j'étais confrontée à cette mise en pratique et je me suis dit, waouh, ok. Ça devenait concret, quoi. Ça devenait concret, exactement. Et je me suis toujours posé une question, parce qu'on entend souvent dire que les médecines chinoises, c'est plutôt une approche préventive. Comment ça se passe vraiment sur place? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on va consulter des médecins traditionnels chinois, ou est-ce que non, ils sont comme nous avec une médecine plutôt allopathique, ou est-ce que c'est une médecine intégrative? Comment ça se passe vraiment? Je dirais qu'il y a un peu de tout, parce qu'il y a aussi des gens qui s'en sont éloignés et qui sont vraiment tournés vers l'Occident et qui se disent que c'est plus logique de prendre des médicaments, ou en tout cas de voir un médecin allopathique. Donc il y a ça qui existe aussi, mais même la génération plus jeune est tournée vers la médecine traditionnelle chinoise. C'est quelque chose qui continue d'être transmis, et c'est vraiment omniprésent dans leur vie et en fait, pour eux, c'est naturel de parler de colère du foie, c'est du langage commun, en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé aux médecins et à la clinique. Et en fait, c'est vraiment préventif dans le sens où ça part déjà de l'alimentation. En fait, la médecine chinoise, on peut la voir un peu comme une pyramide, où en bas de l'échelle, il y a la nutrition. Et ça, c'est vraiment un pilier. Il y a la nutrition thérapeutique, j'ai envie de dire, où ils savent que, je sais pas, s'ils ont tel problème de digestion, il faut manger plutôt comme ci ou comme ça, ou que telle nourriture, elle va avoir un tropisme vers tel méridien, que ça va aider à apaiser les allergies de saison, toute la nourriture qu'on voit, qu'on trouve, ça fait partie des herbes et des aliments thérapeutiques, médicinales, je veux dire, qui sont souvent prescrits. Et en fait, c'est des choses qu'ils consomment quotidiennement, les baies de goji, les dattes de jujube. Quand j'allais dans les marchés pour moi m'acheter des flocons d'avoine, parce que c'était à peu près ce qui ressemblait à quelque chose que je connaissais. Il y avait plein de choses qu'au début je connaissais pas quand je suis arrivée. Mais en fait, ils mangeaient ça quotidiennement, de l'orge perlée, du millet, c'est
c'est des grains, de manière générale, ils sont de toute façon tournés beaucoup vers du cuit. Et tous ces grains sont excellents pour la digestion et pour la glycémie et tout ça. Donc il y a déjà ce pilier-là. Et ensuite, au-dessus, il y a le mouvement, donc le Qigong et le Tai Chi. Dans les écoles, ils avaient des cours de Tai Chi. Okay. Quand tu te balades dans un parc, tu as tout le temps des personnes âgées, des retraités qui sont en train de faire leur pratique, en groupe ou individuel. Ils n'ont pas du tout peur du regard des autres, vraiment ils font leur pratique parce que c'est ancré, quoi. C'est quelque chose de commun, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire, personne ne le prend pour un fou comme on pourrait le faire ici, quoi. Et donc le mouvement en fait pleinement partie de cet aspect préventif. Et puis après, tout ce qu'il y a au-dessus, donc les ventouses, l'amoxibustion et l'acupuncture, et au-dessus les décoctions, la partie pharmacopée. Il y a à la fois des traitements préventifs. Il y en a qui viennent juste pour un peu remettre les pendules à l'heure si on veut. C'est une des facettes, mais j'avoue que quand j'étais en milieu hospitalier, c'était plutôt souvent des gens qui avaient quelque chose de grave qui venaient pour ça. Donc j'ai vu des paralysies faciales, ou alors ils venaient pour vraiment traiter, de l'infertilité prononcée. Ils venaient pour quelque chose de spécifique en tout cas. Donc il y a des deux. Enfin, elle peut à la fois être préventive et traiter des choses qui sont pas anodines, quoi, qui sont des choses importantes. J'ai aucune connaissance en médecine chinoise traditionnelle. Je pratique en revanche en séance avec mes clients, mais aussi sur moi-même l'EFT clinique. C'est une pratique psycho-énergétique, psychocorporelle qui utilise le tapotement manuel de certains points d'acupuncture pour libérer des blocages émotionnels. Donc moi je sais que c'est un outil que je trouve en tout cas de ma fenêtre formidable parce qu'il produit des effets qui sont quasi immédiats. Est-ce que tu as le même ressenti vis-à-vis de certains points justement d'acupuncture, je suppose, mais aussi de pratiques psycho-énergétiques, psychocorporelles? Oui, alors je pratique pas l'EFT à proprement parler, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Je l'enseigne sous une autre forme dans mes pratiques de yoga des méridiens, donc c'est notamment quelque chose que j'enseigne dans mes cours chez Gaïa à Marseille, où dans ma pratique de Vinyasa, j'inclus justement une paire de méridiens et donc ça devient un peu la thématique du cours, et donc je parle de la saison, des émotions associées, et on fait des activations de méridiens par tapotage, par friction, par pression simple, tout le long du méridien dans le but de l'activer. On reviendra sur ce que ça veut dire exactement, mais oui, cet effet même ne serait-ce que de tapotage ou de remonter tout le long à l'extérieur du corps, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi et que du coup maintenant je partage. Quand j'ai été formée au yoga des méridiens, c'est une approche qui mélange le yoga et la médecine chinoise, qui permet de se connecter un peu plus, d'aller un peu plus loin dans le corps énergétique et aller au-delà des postures et de la respiration et de la concentration. Et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien et que je trouve super efficace. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ensemble, si tu le veux bien, qu'on prenne des mots-clés. Parce que là, tu viens de dire yoga des méridiens, on a parlé de points d'acupuncture. Si on peut reprendre ensemble des mots-clés qui parlent à tous, et en même temps qui parlent à personne. On a tous un imaginaire, je pense, derrière chaque mot. Donc le jeu, il est simple, je te donne un mot et tu nous apprends ce que ça veut dire de la plus simple des manières. Très bien. Alors, on pourrait peut-être commencer par le yin et le yang.
C'est bien de le mentionner ensemble parce qu'on ne peut pas parler de yin sans yang. À l'origine, c'est un concept philosophique qui exprime la dualité de la vie au travers duquel on peut analyser tout phénomène naturel et à toutes les échelles. Dans leur nature, le yin et le yang sont opposés, ils sont interdépendants, donc ils se nourrissent mutuellement et ils sont complémentaires et surtout relatifs. Donc quand on dit quelque chose est yin ou quelque chose est yang, c'est toujours dans un certain contexte et par rapport à quelque chose. Il n'y a pas d'absolu et quelque chose qui est yin en contraste à... oui, c'est ce que j'ai dit. Quelque chose est yin en contraste à quelque chose qui est plus yang. Par exemple, un jour d'été, on va dire que c'est un jour de nature yang, parce que la saison est plus yang que l'hiver, donc en contraste avec un jour d'hiver. Mais cette journée peut être encore divisée, où le yang est le plus important à l'aube et le yin est à son maximum à la tombée de la nuit. Et on peut sous-diviser en fait on peut compartimentaliser tout et du coup quelque chose qui est yin par rapport à autre chose sera yang par rapport à autre chose. Je sais pas si c'est clair. Mais donc c'est vraiment de base c'est un concept philosophique, donc c'est est-ce qu'il n'y a pas... alors moi, je te donne ma version. Par exemple, pour moi, le yin, ça va être le féminin et le yang, ça va être le masculin. Ouais, on va y venir, ouais. Et c'est exactement cette application de ce concept qui est utilisée dans la médecine chinoise pour décrire des fonctions organiques et physiologiques, des caractéristiques en tout genre. Donc, comme tu dis, typiquement, le yin est féminin, le yang, on va dire qu'il est masculin. Le yin, c'est plutôt la matière et le yang, c'est l'énergie qui conduit, qui circule dans cette matière. Et après, il y a une question de... le yin, c'est plus, ça va concerner plus la profondeur. Le yang, ça va être le superficiel. Le yin, c'est le bas du corps. Le yang, c'est le haut du corps. Donc oui, il y a plein d'associations comme ça à faire. Il y a les organes qui sont yin, il y a je sais plus comment on s'appelle ça, des cavités, les organes creux comme l'estomac ou la vessie qui sont des organes yang. Et donc en fait, tout peut être catégorisé de cette façon-là et porteur de cette énergie, ces principes fondamentaux des premières choses qu'on a nommées. Donc faut pas oublier que ça reste une théorie fondamentale. Après, c'est un peu dérivé à toutes les façons. C'est beaucoup plus récurrent de parler de yin et de yang, mais c'est important du coup d'avoir en tête ce contexte-là, quoi. Alors j'ai un autre mot. Ensuite, c'est méridien. Oui. Un méridien, c'est un canal, un conduit énergétique qui parcourt le corps et qui est relié à un organe. En principe, pour les 12 méridiens principaux. Quand on parle du méridien, souvent, on fait référence à la branche superficielle sur laquelle on trouve donc les points d'acupuncture. Si on veut, j'aime bien faire la comparaison avec la ligne de métro. Donc le méridien, c'est la ligne de métro et les points d'acupuncture, c'est les arrêts du métro. C'est les points sur ce méridien-là, sur ce trajet-là. Et chaque méridien a une branche profonde, il a une autre branche qui est du coup reliée à l'organe en question, et aussi à un organe sensoriel correspondant, donc ça peut être les yeux ou la langue, d'où le fait qu'on dit que un organe va se refléter, l'état de cet organe va se refléter sur les yeux, sur les oreilles, voilà. C'est de cette façon-là qu'on crée cette connexion et qu'on peut faire cette classification qu'il y a dans les 5 éléments, à laquelle on pourra revenir. Et le qi Le qi, c'est de manière très simple l'énergie vitale qui circule dans notre corps. Donc le qi, ça s'arrête pas à ça non plus, c'est aussi littéralement la vie. C'est la force invisible qui
nous donne notre conscience, qui fait circuler le sang dans notre corps, mais c'est aussi cette même énergie qu'il y a dans l'eau, dans les plantes, dans les autres êtres vivants, dans même des matières inertes. Il y a du Qi qui est présent, mais juste sous une autre densité. Alors je sais pas comment on dit, le Shen. Oui, le Shen, c'est l'esprit du cœur. On reviendra un peu dessus après, mais en fait, chacun des 5 organes principaux a ce qu'on appelle un esprit. Donc le poumon a un esprit, la rate a un esprit, et le Shen, c'est l'esprit du cœur. Voilà, donc je pourrais élaborer un peu plus dessus après. Ok. Alors ensuite, ça me paraissait hyper important parce que moi, je l'ai vu dans pas mal de bouquins. Et je pense que, tu vois, je comprends, mais c'est pas encore intégré. Mais c'est la symbolique des 5 éléments. Pourquoi elle est autant utilisée ? Donc quand tu dis la symbolique, c'est ce que tu veux savoir, c'est la compréhension de cette théorie. Ouais, parce que par exemple, j'ai pu lire que un élément, par exemple l'eau, va être lié justement à des organes, si je ne me trompe pas. Pourquoi en fait ? Alors, c'est des choses qui font sens après justement avoir assimilé et observé des choses. Donc ça rejoint un peu la description, la vision de la médecine chinoise. Pour comprendre les 5 éléments, il faut comprendre ça. Et cette médecine, elle découle du taoïsme. Et donc, elle place l'humain entre le ciel et la terre. Ok. Et elle considère que l'être humain fait partie de la nature. Et donc, il a une nature cyclique qui est influencée par les saisons et chose qui se reflète sur l'état émotionnel, le niveau d'énergie, l'activité des organes et les besoins physiologiques. Et donc, elle considère aussi que l'humain est un être holistique et qu'il faut l'observer dans son ensemble, car rien n'arrive de manière isolée. Et de la même façon, en fait, ces associations, elles ont été faites de manière empirique. C'est-à-dire que les personnes qui ont élaboré ces théories de la médecine chinoise, des 5 éléments, ont passé beaucoup de temps à observer les éléments, à observer le monde qui les entoure. Et en fait, il faudrait passer quand même quelques heures, je pense, sur le sujet pour comprendre pourquoi chaque élément arrive, pourquoi il est dans tel ou tel ordre, et dans comment ils s'influencent les uns les autres, surtout. Mais si on prend juste les éléments, je pense que c'est une façon assez simple de décrire, et après de transposer sur tout le reste, les émotions, les couleurs, etc. On va dire que le premier élément dans le cycle, c'est le bois, associé au printemps. Donc c'est une notion d'expansion, de croissance. Et l'élément du bois est nécessaire pour donner le feu, qui vient après, dans l'ordre. Le feu, c'est l'élément associé à l'été. Donc il y a cette énergie solaire, la chaleur. Donc pour faire du feu, il faut du bois. Et pour éteindre le feu, non ? Pour après donner des cendres qui donnent la terre en fait, qui redistribue la matière du bois en du charbon qui est du coup excellent pour les plantations, pour redonner à la terre en fait. Donc l'élément de la terre, il est associé à la fin de l'été. C'est un peu une mi-saison qui a à la fois cette période-là, et en même temps on va appliquer cette notion d'intersaison entre chacune des saisons. Donc c'est un peu, il y a un moment de transition, on passe pas d'un coup de l'hiver au printemps. Il y a cette espèce de fenêtre d'entre-deux qu'on va associer plutôt à l'élément de la terre. Donc c'est la stabilité, c'est la récolte aussi, la fin de l'été. Et après de ça vient du coup le métal,
qui est associé à l'automne. Alors, l'image pour passer entre les deux, voilà. mais en tout cas, il y a cette suite-là. Je me souviens plus exactement, mais la terre, c'est ce qui va donner les minéraux qui vont être la matière primaire du métal. Va se transformer. Voilà, qui va se transformer. Donc justement, l'automne, c'est une phase d'intégration, de préparation aussi. De préparation, exactement. Et après ça vient du coup l'hiver qui est associé à l'eau. L'élément de l'eau, donc avec une certaine notion de pesanteur, d'ancrage, de fluidité en même temps. Et dans le cycle, du coup, c'est cette eau qui va nourrir le bois du printemps suivant. Et donc en fait, il y a toute cette cyclicité. Et après, c'est juste des choses qu'il faut étudier pour que ça fasse sens. Moi aussi, j'étais un peu confuse au début. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire pour après et puis c'est le fruit parler de milliers des émotions, d'années exactement. De recherche. Mais tout ça pour dire qu'il y a cette observation un peu primaire qui donne la suite à tout le reste en fait. Et donc c'est vraiment une distillation de tout un savoir qui a été développé pendant des milliers d'années et qui s'est confirmé de manière empirique en fait. Donc il y a beaucoup de sagesse à développer rien que là-dedans en fait. C'est une approche holistique, c'est l'humain considéré dans un ensemble, dans un tout en fait. Dans un tout, oui. Alors ensuite, il y avait un mot que je vais même pas réussir à prononcer, moxibustion. C'est ça, tout à fait. La pratique de la moxibustion, c'est l'utilisation d'armoise séchée. C'est une plante médicinale. Donc cette armoise, elle est séchée, elle est souvent présentée sous forme d'un espèce de long cigare, mais elle peut aussi être en vrac, juste telle qu'elle, selon les applications, qu'on fait brûler pour, à proximité d'eux ou pratiquement en contact avec la peau, pour réchauffer, énergiser le point ou le lieu en question. C'est une chaleur qui s'irradie très bien, qui pénètre en fait, qui peut pénétrer même parfois jusqu'aux os. Enfin, c'est une chaleur qui est très importante et cette pratique-là a des propriétés médicinales. On s'en sert pour traiter la fatigue chronique, pour tout ce qui va... Enfin, pas tout, mais certains cas qui touchent aux menstruations, des cas où il faut venir réchauffer le corps de l'intérieur, en fait. Donc ça a des vertus thérapeutiques. Absolument, oui. Acupuncture. L'acupuncture, c'est la pratique d'insertion d'aiguilles très fines sur justement des points d'acupuncture pour réguler la circulation du qi, donc l'énergie vitale, dans les méridiens et dans le corps de manière générale, tout simplement. Donc on vient rééquilibrer en fait. Exactement. Donc souvent, les douleurs, il y a beaucoup de symptômes aussi, mais la douleur de manière générale, elle est conçue comme un excédent de qi, d'énergie localisée à un endroit. Et donc il faut aider à la disperser, à la diffuser. Et donc parfois, le mouvement, le massage, c'est pas suffisant. Et l'acupuncture peut jouer là-dessus. Et après, donc il y a la douleur physique, et puis après, ça touche à l'énergétique beaucoup plus subtil aussi. Ce podcast, donc, il est consacré particulièrement au lien corps-esprit dans la guérison de l'anxiété. Et je voulais avoir ton angle de vue sur l'anxiété, justement, ou sur ce que peut... dire évidemment avec des grandes lignes la médecine chinoise traditionnelle à ce sujet.
Alors pour pouvoir parler d'anxiété, il faut donner un peu de contexte. Ouais. Et donc je vais revenir sur la notion du chêne, qui est donc l'esprit du cœur. Donc chacun de ces esprits, c'est des entités qui n'ont pas de forme, mais on peut l'avoir comme une âme en fait, qui est habitée par chacun de ces organes. Et cet esprit, il se reflète dans l'activité physiologique de l'organe, et vice-versa en fait. Donc là, en l'occurrence, l'esprit du cœur, le chêne, c'est ce qu'on appelle un des 3 trésors. Donc ils adorent donner des noms à un peu tout. Ouais. Et c'est génial pour la mémotechnique. Et donc ces 3 trésors, on parle de Jing, qui est l'essence, et de Qi, l'énergie vitale, dont on a parlé tout à l'heure. Et le 3e, c'est le chêne. Et ils sont intimement liés. Le Jing, c'est une essence qui est à la fois celle qu'on reçoit de ses parents à la conception et celle qu'on entretient avec ce qu'on mange, avec l'air qu'on respire, etc. Donc le Jing, c'est comment dire, c'est un reflet de notre vitalité. C'est quelque chose qu'on porte en nous. Et par l'effet de l'énergie vitale, elle va être transformée et va donner la forme, qui va donner ce qu'on nomme le chêne. Le chêne, c'est l'âme du cœur, donc c'est l'expression même de notre être en fait. Et j'ai une connaissance d'origine chinoise qui m'a raconté que quand elle a ses grands-parents chinois en appel vidéo ou qu'elle leur rend visite, ils lui disent pas qu'elle est belle, mais plutôt que son chêne est radieux ou fort. C'est vraiment c'est quelque chose qui peut se voir. Donc après, je vais parler un peu plus de comment ça se reflète. Mais concrètement, pour mieux illustrer, quand le chêne est harmonieux, le mental est stable, l'esprit est clair, la pensée est vive et la réceptivité aux informations du monde extérieur, elle est normale. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'anticipation, de distorsion cognitive de la situation, Tout va bien, ce qui peut être le cas d'un état anxieux où on anticipe une réalité qui n'existe souvent même pas. Et quand le chêne est perturbé, on peut observer des insomnies, des rêves intenses dont on se souvient, de l'excitation mentale qui comprend l'anxiété. Et à l'extrême, il y a l'apathie, qui est une des formes de la dépression, le fait de rien ressentir, d'être complètement indifférent, ou carrément la perte de connaissance. Mais en sachant ça, de manière très simplifiée, l'anxiété, c'est un symptôme d'un chêne perturbé. Ce qui explique que dans mon observation des personnes de mon entourage qui font de l'anxiété, pour qui j'ai plus d'informations, plus de contexte que mes patients que je reçois, ou même si je leur pose des questions, ça reste, j'ai moins d'ouverture. Ces personnes, elles ont un décalage entre leur situation actuelle et la situation souhaitée dans laquelle elles aimeraient être. Le dénominateur commun, c'est un mal-être, un sentiment de ne pas être à sa place et de ne pas être en phase avec son cœur. Et dans sa vie, finalement. Et dans sa vie. Et donc ça se reflète, oui. Le chêne, il réside dans le cœur. On dit qu'il gouverne le sang et surtout, il se reflète sur le visage et la langue. Il domine aussi le goût et la parole. Donc ça, c'est un exemple des associations des 5... de la théorie des 5 éléments. C'est qu'après, chaque organe, chaque esprit va avoir une caractéristique. Donc quand quelqu'un vient me voir pour de l'anxiété, je regarde son teint, je regarde sa langue, je prends son pouls et j'écoute le ton et le volume de parole, parce que tout ça c'est lié. Et on peut observer des gens qui sont heureux, qui se sentent épanouis, ils n'ont pas du tout le même ton de voix que quelqu'un pour qui c'est pas le cas. Et oui, donc le lien entre le cœur et la langue est aussi ce à quoi on réfère quand on parle de nourrir l'âme, de food for the soul. On peut nourrir littéralement le cœur et donc le chêne avec la nourriture.
Le méridien du cœur, en l'occurrence, il a une branche dans la langue. Donc les informations, la stimulation de la langue par ce qu'on mange peut communiquer directement avec le cœur. Okay. Je pense notamment au cacao, qui est une plante à laquelle on associe beaucoup au cœur. Et en fait, c'est une des façons d'expliquer cette interconnectivité. Et donc, on peut entretenir de la joie parce qu'on mange. Et donc, c'est aussi dans un discours où on peut être un peu entre la diététique extrême et manger juste dans un but de se nourrir et pas de plaisir, on se prive de cette partie-là. Et c'est d'ailleurs un des fondements de la nutrition thérapeutique chinoise, c'est qu'il faut manger avec plaisir. Donc après, il faut adapter, évidemment, on ne mange pas n'importe quoi, mais il faut que ça soit un plaisir de manger pour que ça nous nourrisse vraiment, en fait. Donc il y a cette notion-là. Un chêne harmonieux, c'est un facteur de santé aussi et de longévité, ce qui peut expliquer que les gens heureux qui vivent leur vie avec le cœur, ils vivent plus longtemps. Il y a même une étude qui a conclu qu'en annulant les facteurs environnementaux, économiques, géographiques, que les personnes qui sont heureuses vivent entre 4 et 10 ans de plus. Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'est pas rien. Ensuite, dans un cas d'anxiété, il faut aussi prendre en compte le lien entre le cœur et le foie. Donc ces deux organes, ils ont une relation de ce qu'on appelle mère-fils. Donc c'est ce que je disais, le bois alimente le feu, le foie alimente le cœur. Ils ont particulièrement un lien émotionnel et sanguin. Donc le cœur qui gouverne le sang, qui le dirige dans les vaisseaux sanguins. Et le foie, il le contient comme un réservoir. Donc quand on est en activité physique, le foie il met davantage de volume en circulation. Okay. Et quand on est au repos ou en digestion, le foie se remplit de sang. Et donc ils ont cette relation-là entre les deux. Et quand le yang du foie est en excès, par exemple à cause d'un épisode colérique, ça va perturber le cœur. Généralement, ça donne le mal de tête, les yeux rouges, l'irritabilité, l'insomnie, les rêves. À l'inverse, lorsque c'est le chêne qui est perturbé par un mal-être quelconque, le sang du cœur baisse. On a ce qu'on appelle un vide de sang du cœur. Et donc cette baisse de vitalité entraîne un vide de sang du foie qui donne aussi les insomnies, les rêves, le teint pâle, les étourdissements, les troubles oculaires et certains problèmes de menstruation. Et c'est aussi des choses qu'on peut retrouver régulièrement dans des patients avec de l'anxiété. Donc avec une de ces combinaisons de symptômes, je vais inclure le foie dans mon protocole de traitement aussi. Ok. Hyper intéressant. Merci pour toute cette introduction à la médecine chinoise traditionnelle. Et c'est pour ça, en tout cas, avec tout ce que tu viens de dire, notamment à propos de l'anxiété, que c'est tellement important d'avoir une vision d'ensemble et pas uniquement... je sais qu'aujourd'hui, la première approche qu'on va avoir, ça va être une thérapie classico-classique et d'aller voir ailleurs, en fait. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, le mouvement aussi, et aussi peut-être d'autres alternatives de vision, comme tu viens de nous raconter, de nous citer brillamment. Je tiens à dire qu'il n'y a pas besoin de comprendre tout ce que j'ai raconté pour que ça soit efficace ou pour qu'on puisse bénéficier d'un traitement de médecine chinoise. Il faut savoir que ça c'est des choses qui s'étudient et même si ça va un peu au-delà de notre compréhension, tant qu'on reste ouvert et curieux, ça peut... on peut apprendre des choses, on peut faire le lien peut-être entre des choses qui d'apparence n'ont rien à voir dans nos vies, entre même carrément nos situations externes et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc ne serait-ce que pour ça, ça peut éveiller des choses en nous. Et après, le traitement, en principe, s'il est le juste, fonctionne dans tous les cas, quoi. Génial. Ça fait déjà 1h30, je crois qu'on parle ensemble.
1h20. Comment se passe une consultation avec toi justement? Donc tu es basée à Marseille. Est-ce que tu peux nous donner une idée en tout cas dans les grandes lignes de comment se passe une consultation avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver, soit pour des cours de yoga, soit pour une consultation? Alors une consultation, quand je vous reçois, on commence par un questionnaire assez fourni pour retracer tout l'historique. Donc on parle d'une anamnèse. Donc voilà, c'est une part très importante du traitement parce que à la fois ça me donne moi beaucoup d'éléments pour comprendre la situation, mais aussi pour le ou la patiente de justement se rendre compte que il y a des choses, on peut faire le lien entre beaucoup de choses assez rapidement. Donc il y a tout ce questionnaire sur l'historique médical, la situation actuelle. Et en fonction de ça, j'essaie de manière générale de faire justement un peu de pédagogie et d'expliquer, en tout cas pour ceux que ça intéresse, pourquoi j'ai ça, c'est relié à quoi. J'ai quelques patients qui sont assez éveillés à ces sujets-là et qui aiment bien savoir ce qui se passe et qu'est-ce que je fais en fait. Donc quand c'est le cas, je prends le temps d'expliquer, de faire des suggestions si besoin. Et après, je choisis les méthodes de traitement qui me paraissent les plus pertinentes. Donc, je fais pas tout à chaque fois, mais et aussi je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Si, je sais pas, elle a un rendez-vous important et qu'elle veut pas sentir la fumée de l'armoise, je fais pas, ou je prends un stick qui sent moins. Il y a des choses qui peuvent laisser des traces, donc après c'est des choix personnels. Et aussi on peut avoir des appréhensions ou pas, donc on adapte en fonction. Donc après la première séance elle dure 1h15 et les autres séances peuvent durer une grosse heure quoi. Okay. Et je donne ces consultations chez UMA, Holistic Club au Catalan. Donc j'ai une permanence là-bas et aussi au studio Tribu à La Plaine. C'était quoi la deuxième partie de la question? Ah oui, et pour mes cours de yoga, vous pouvez me retrouver dans 5 studios différents. Donc il y a chez Gaïa à Castellane où j'enseigne justement le yoga des méridiens et le chant. Donc là, vous avez les deux en même temps. J'ai des cours chez Tribu, chez Bloom, rue Saint-Jacques, et au Catalan, Uma et Naya, qui est un studio de pilates et yoga. Trop bien. Yes. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenue sur mon podcast. C'était hyper intéressant, c'était très riche et on a bien voyagé entre l'Inde, la Suède, la Chine. Nous voilà à Marseille. Merci beaucoup. Lucile, on peut te retrouver où sur les réseaux ou même sur ton site? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Lucile Ricourt tout attaché avec un seul L. J'ai aussi un compte dédié à la médecine chinoise qui s'appelle Wuji, donc wuji.mtc. Et puis après j'ai mon site internet lucilericourt.com. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, merci encore de m'avoir reçu.